Cette semaine, Aurélien vous emmène à San Francisco pour débriefer la keynote de la WWDC 2015. Au menu, un nouvel OS 10 plus stable avec quelques nouvelles fonctions, une nouvelle version d'iOS qui cherche à faire de l'iPad un réel outil de production et un nouveau Spotlight qui veut se venger de Google Now. Enfin, l'Apple Watch qui se trouve enfin une fonction qui tue. Bonjour à tous, bienvenue dans RLM alias On refait le Mac, très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, un grand bonjour à ceux qui ont essayé de se connecter la semaine dernière et de nous suivre en direct. Toutes nos excuses, on n'a pas pu, vous avez bien compris, assurer l'émission en direct. On a eu un énorme problème technique qui nous a empêchés et obligés de jeter l'éponge. On est les premiers à le regretter, on s'excuse encore une fois. Un grand merci également à notre partenaire, la Société Générale Elgato, qui ont tenu quand même cette semaine à être présents et vous offrir les cadeaux qui étaient prévus pour le live la semaine dernière. Et c'est des beaux cadeaux, à commencer par la Société Générale. J'en ai rêvé et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Société Générale l'a fait, une banque l'a fait. Vous permettre de gagner dans Refait le Mac une Apple Watch Sport et le cadeau de la semaine de la Société Générale à l'occasion du lancement de leur application mobile pour iOS, pour Android et pour l'Apple Watch bien sûr. Et la Société Générale vous permet de tenter de gagner une Apple Watch Sport. Pour cela, vous devez répondre à la fin de l'émission à la question qui vous sera posée via le compte Twitter, c'est important, de la Société Générale, SG-et-vous, associé à l'hashtag l'appli SG. De beaux cadeaux du côté d'Elgato. Regardez, ils sont arrivés en plateau les premiers accessoires compatibles HomeKit. C'est la gamme Eve d'Elgato qui vous propose de remporter ce soir 5 Eve Room. Eve, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des accessoires connectés Bluetooth 4.0. Ils ont une valeur de 80 €. Ils détectent la qualité de l'air, la température et l'humidité. Et le tout fonctionne avec Siri. Donc c'est totalement transparent, pas besoin de lancer l'application. Et c'est donc, je vous l'ai dit en préambule, l'un des premiers systèmes compatibles HomeKit. Pour gagner Eve Home, il suffit de répondre à la question qui vous sera posée en fin d'émission via le Twitter d'Elgato associé à l'hashtag Elgato Eve. Voilà, on est prêt enfin pour vous présenter notre dispositif ce soir pour vous parler d'iOS, de la nouvelle application, la nouvelle version d'OS 10, mais aussi de l'Apple Watch 2. On les a tous installés sur nos Macs, sur nos iPads et sur nos iPhones. On va pouvoir donner un premier verdict. Avec cette semaine en plateau, ici dans le studio de Victor Image, Paul Rony, l'anthropologue du Mac et le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va bien ? Ça va bien, tu as pu essayer iOS 9 sur l'iPad et El Capitan sur ton MacBook Pro. Écoute, j'ai iOS 9 sur cet iPad Air 2, donc j'ai pu tester le multi-fenêtre et j'ai El Capitan sur ce MacBook Pro qui me suit depuis maintenant 3 ans et ça marche très bien. Allez, on fait un peu de tease ce soir, on tease un petit peu le verdict dans quelques minutes. Autre invité, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Et qui dit développeur conférence mondiale Apple, il dit développeur avant tout. Alors, je voulais profiter de cette intro pour faire une petite dédicace à un développeur français qui s'appelle Skynext, c'est son nom sur Twitter. Il est jeune, il a du talent, il a 17 ans et il a développé 2 applis que vous trouverez sur l'App Store qui s'appellent YourSquare et Summer. Et ces 2 applis, ensemble, essayent de composer un réseau social, on va dire, de journaux. Voilà, apprendre aux gens à écrire des articles et à les partager gratuitement. C'est un monsieur qui croit que la presse a un avenir et que cette presse passera par l'iPhone. Comme quoi, le talent n'attend pas le nombre des années. Eh bien, oui, et puis ça me fait d'autant plus plaisir de dire que la presse a de l'avenir. Ça me touche particulièrement. Et puis la presse, on va en parler un petit peu ce soir parce qu'on en a également parlé du côté de la WWDC. Et dernier chroniqueur historique dont on fait le Mac, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda Schultz, investisseur, podcasteur, entrepreneur et conseiller en stratégie numérique. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir Olivier. Ça va bien, Rodrigo ? Un peu fatigué, mon ami, un peu fatigué. La semaine a été longue pour tout le monde. Bien, Monsieur X parlait du talent qui n'attend pas le nombre des années. La preuve, tout de suite, avec Paul Rony et le chiffre de la semaine. Ça, c'est une âme bien née, la valeur n'attend pas le nombre des années. Tu cites Rodrigo de Vivar, Díaz de Vivar. C'est, d'accord. Alors, Paul, quel est le chiffre de la semaine ? Bien, Olivier, le chiffre de la semaine cette semaine, c'est 300. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous en parler, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de le faire. Il n'y avait pas d'émission, donc forcément. 300, c'est quoi ? C'est un film ? Ce n'est pas le film assez mauvais auquel tu penses. Non. C'est l'augmentation la plus importante recensée sur un Mac portable haut de gamme depuis le mois de mars, depuis qu'Apple a décidé de réajuster ses tarifs, en fait, puisqu'Apple est une habituée du genre. Donc, ce MacBook Pro, ici, le champion de toute catégorie, prend 300 €. Ouais. Voilà. La gamme ensuite, ici,
On commence quand même, ici par exemple, on était à 1799 €, donc pour vous donner une petite idée de la gamme, ici on a quand même pris 200 €, là-bas 300. 200 € pour le 13, 300 € pour le 15, ouais, Voilà, on a pris 150 sur les deux premiers modèles, 200 sur ces deux-là, 300 sur celui-là ou D'accord. 250 sur... On va essayer de prendre un peu de recul et resituer. C'est par rapport à la conversion euro-dollar, hein, parce que l'euro a baissé par rapport à la valeur du dollar, c'est ça? L'euro a baissé par rapport à la valeur du dollar et Apple en a profité, entre guillemets, pour préserver ses marges plutôt que réajuster ses tarifs. Alors, Monsieur X, est-ce que cette pratique pour le moins étonnante de la part d'Apple, parce que déjà que les tarifs d'Apple sont premium et très chers, mais là, augmenter près de 300 € pour un haut de gamme de MacBook Pro, ça y va sévère. Quelle est votre réaction? Vous avez connu ça du temps de... Vous étiez déjà au sein d'Apple. Oui, c'est effectivement très sévère, mais Apple se comporte pour ce qu'elle est, une entreprise capitaliste. Hein, c'est comme Total avec l'essence. Dès que le baril du pétrole augmente, le prix à la pompe augmente dès le lendemain matin. Bon, quand le pétrole descend, il faut attendre quelques mois. Apple fait pareil avec le taux de change ou les matières premières. Dès que ça varie en sa défaveur, Apple va réajuster. Et là, quand l'euro par rapport au dollar a baissé de 15%, dans l'autre sens, Apple nous a augmenté les prix quasiment d'autant. Pour préserver ce que disait Paul, la sacro-sainte marge d'Apple que suivent particulièrement les analystes et qui est un peu l'alpha et l'oméga de l'équilibre financier d'Apple. Sachant qu'Apple se garde, sans jeu de mots, une marge de sécurité supplémentaire, monsieur X, en cas de retournement du marché. Hein. Oui, c'est-à-dire que quand Apple fait sa conversion euro-dollar, Apple se garde une marge de 10% pour pouvoir anticiper. Mais bon, avec l'informatique aujourd'hui, ils peuvent anticiper dans la seconde. Donc pour moi, cette marge supplémentaire que se garde Apple n'a pas lieu d'être. Elle était justifiée par le passé parce qu'il y avait des coûts de localisation des manuels. Mais bon, depuis l'arrivée de Tim Cook, il n'y a plus un seul manuel dans aucun produit Apple. Donc 10% du chiffre d'affaires d'Apple, du chiffre d'affaires d'Apple en Europe pour le coût de localisation des interfaces. Moi, j'appelle ça de l'abus. Oui, et encore une fois, Apple en fait la démonstration. C'est vrai que les coûts tu l'as dit, Monsieur X, tout ce qui est localisation est délocalisé plus du tout en Europe, délocalisé à Cupertino de OS 10, des interfaces. On va en parler puisque OS 10 est le capitaine, c'est la nouvelle version dévoilée la semaine dernière par Craig Federighi, le grand patron d'iOS et d'OS 10. Alors, tu l'as installé, Paul, sur ton MacBook Pro. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un premier état des lieux après une semaine d'utilisation. Tu as déjà senti une différence par rapport à Yosemite, qui était pointé du doigt. Hein. Écoute, les bêtas de Yosemite étaient très plantogènes, on perdait énormément de batterie. Même les dernières versions, je te rassure. Même les dernières versions, soyons honnêtes, surtout pour ce qui est Wi-Fi. Avec El Capitan, franchement, rien de tout ça. C'est très rapide. J'ai l'impression que mon Mac est beaucoup plus fluide, sûrement grâce à Metal, on en parlera plus tard. Il n'y a pas de nouvelles fonctions choc, et franchement, c'est peut-être un bien, parce que ces couches d'innovation successives qu'on a eues honnêtement depuis Lyon, et qui ont ralenti OS 10 et qui en ont fait un OS plus lent que Windows, soyons honnêtes, c'est fini. On va pouvoir... il n'y a plus ces petites latences auxquelles on s'était habitué, mais qui étaient quand même là. Voilà. Ouais. Pour autant, Apple n'a pas fait de mea culpa pour dire effectivement avec Yosemite, on s'est planté. Ce qu'on vous a proposé est quand même indigne d'Apple et du Mac, disons-le, notamment tu l'as dit pour le Wi-Fi, pour le Bluetooth et j'en passe, les claviers qui passent en anglais alors qu'ils sont configurés en français. Bon, bref, ça a été un cauchemar cette année. Voilà, ils ont carrément sorti une nouvelle version. Est-ce qu'on peut vraiment parler de nouvelle version ou juste un Yosemite patché, mis à jour, qui correspond véritablement à ce qui aurait dû être sorti l'année dernière? Alors on peut effectivement dire que c'est un Yosemite patché, mis à jour, surtout stabilisé, avec quand même, pour ne pas dire que justement c'est cette version palliative corrective qui aurait été une excuse, de nouvelles fonctions pour enrober tout ça, mais qui sont vraiment des choses auxquelles on pouvait s'attendre et qui ne révolutionnent pas grand-chose, à part peut-être 2-3 choses qu'on va voir qui sont léger. Il y a quelques fonctionnalités quand même, heureusement, et sinon il n'y aurait pas d'émission ce soir. Alors Monsieur X, quelle est votre analyse à cette attitude d'Apple de mettre sous le tapis Yosemite avec tous les bugs qui vont avec? Il fallait tourner la page, bien que Craig Federighi se soit un petit peu félicité du taux d'adoption important de dernier OS 10 par rapport à Windows, il est loin de faire l'unanimité Yosemite. Il fallait passer à autre chose. Écoute, moi je vous trouve un peu sévère, Paul, comme toi. Oui. Oui, absolument. Moi je trouve que d'abord il y a eu une version de macOS 10 tous les ans, et ça c'est assez plaisant en termes de nouvelles fonctionnalités. Deuxièmement, il faut se rappeler, et là Microsoft est plutôt positionné en suiveur, que depuis quelques années macOS 10 est gratuit, donc toute cette innovation nous arrive gratuitement pour nous, utilisateurs de Mac. Oui, certes. La seule chose qu'avait perdu Apple de vue, effectivement,
c'est que c'est pas le tout d'empiler des fonctionnalités. Encore faut-il que ça soit fluide. Et le problème avec Yosemite, hormis ces quelques bugs, mais qui n'étaient pas sur toutes les machines, c'est que pour toutes les machines, le système d'exploitation était devenu beaucoup plus lourd, donc beaucoup plus lent à exécuter. On a tous vécu un certain nombre de ralentissements. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai été obligé de remplacer le MacBook Air de ma femme qui avait 5 ou 6 ans, alors que je gardais plutôt mes Mac 7 ou 8 ans. Donc, c'est pas vraiment une stratégie, c'est simplement une certaine logique. Apple s'est posé et a dit, on va privilégier avec cette nouvelle mouture annuelle la performance, la stabilité, l'optimisation, la stabilité, qui est une vraie fonctionnalité en tant que telle d'un système d'exploitation qui, dans l'utilisation, doit s'effacer au profit du confort. Et a priori, c'est ce qu'on a avec El Capitan. Tous les gens qui l'ont essayé sont assez bluffés. Olivier, juste un mot sur la police. Pour l'avoir vu sur iOS 9 et El Capitan après l'avoir vu sur l'Apple Watch. Donc iOS 10 adopte la même police de caractère que iOS. Que l'Apple Watch et qu'iOS. Tout le monde est harmonisé, enfin. C'est assez sympathique. Après l'avoir vu sur le clavier du MacBook, je me demandais un peu. Finalement, c'est très très agréable sur les écrans Retina. Vraiment, sur un écran Retina, c'est très beau. Par contre, sur tout ce qui n'est pas Retina, il y a du boulot, vraiment. C'est encore plus illisible que le Helvetica. Alors, parlons fonctionnalité à présent. Une des fonctionnalités qu'a présenté et qui a subi une amélioration, Paul, c'est Spotlight en termes d'interface et en termes de puissance, on peut le dire. Alors oui, puisque Spotlight maintenant, il peut même comprendre le langage naturel. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander montre-moi des photos de l'année dernière. Photos de l'année dernière tout court même. C'est-à-dire qu'on peut discuter un peu comme par exemple dans vos textos dans l'iPhone, il reconnaît par exemple ce soir ou demain ou restaurant et il peut vous créer un rendez-vous dans le calendrier ou un événement. Bon, Spotlight en fait s'approche de ce niveau de contextualisation en fait. C'est-à-dire qu'on peut lui demander la météo. Ça devient un réel petit assistant, mais il n'y a toujours pas Siri sur Mac. Mais on s'approche de quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que là, on peut discuter avec son Mac, en lui posant une question conjuguée, dirons-nous, plutôt que juste un mot, voilà. Sachant qu'on n'a pas pu le vérifier, puisque ça ne marche pas encore en français sur la version bêta. Pour le moment, ça marche en anglais. Voilà. Mais c'est vraiment un système de requête. Ce que tu disais. Et là encore, tu le disais, par rapport à la contextualisation, on voit qu'Apple essaye de suivre le chemin, on en parlera peut-être plus tout à l'heure dans la partie iOS 9, le chemin tracé par Google en termes de proactivité. Sur Mac, mais aussi sur iOS 9. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Monsieur X, on sait depuis plusieurs années des rumeurs récurrentes sur l'arrivée d'Apple sur le créneau des moteurs de recherche pour justement rivaliser dans son jardin, dans le jardin de Google sur le terrain des moteurs de recherche. Croyez-vous à cette rumeur? Là, on voit bien qu'Apple va un peu plus loin en matière de recherche, en essayant de zapper Google directement depuis le système. Est-ce qu'à terme, selon vous, on aurait besoin encore d'un moteur de recherche? Alors moi je crois que oui, très clairement. On sait que le moteur de recherche est devenu un peu un des passages obligés de la guerre technologique que se livrent Apple et Google. Et on le voit, on en avait déjà parlé avec iOS 8. Il y a un usage qui est né avec iOS 8, qui est qu'au lieu de chercher mes applications dans mon iPhone, maintenant j'utilise le moteur de recherche de iOS. On peut l'imaginer le coupler à Siri et de faire la recherche dans la voix. Et ça permet de conserver un iPhone où je peux avoir 300 applications, mais j'ai pas de problème pour les retrouver. Donc Apple continue à investir sur cette techno de moteur de recherche, mais comme l'aura dit sans doute Cédric, avec la volonté d'être tourné vers l'interne, c'est-à-dire de donner la capacité à l'utilisateur de retrouver avec Siri, avec Spotlight, tous ces fichiers, de chercher dans les documents et de ne plus avoir à se poser la question de savoir où est l'info, où est la bonne info, la bonne application sur ses produits et sur son univers Mac. Maintenant, quand on passe à l'extérieur des produits Apple, c'est plus compliqué. Le grand Internet, c'est pas la même histoire. Là, à mon avis, Google a laissé Apple dans le sable il y a très très longtemps. Et le bon moteur de recherche, ça sera Bing ou Google Search. Et là, Apple ne se positionne pas. Donc c'est vraiment du moteur de recherche ou plutôt de la technologie de recherche pour rendre l'utilisation de nos produits Apple plus simple. Merci, parce qu'on a des milliers de fichiers. Rodrigo, ton avis, on sait que Spotlight s'est imposé un petit peu comme le DOS du Mac. On tape un mot et on retrouve instantanément ces applications. C'est assez pratique. Ces applications ou ces fichiers, plus besoin de les ranger. Quelle est ton opinion par rapport à l'usage de Spotlight? Et au-delà, est-ce que tu crois à cette rumeur qu'Apple va arriver sur le créneau des moteurs de recherche et concurrencer Google Search?
C'est pour moi, Spotlight aujourd'hui, une application absolument indispensable. Il y avait une extension, un petit outil, je sais plus que ça s'appelait Alfred, je crois, Oui, exactement. qui faisait à peu près la même chose dans les vieilles versions, même avant OS 10. C'est le truc que je fais par défaut. Je sais plus si c'est option, je fais mécaniquement option ou pomme espace et puis je tape les 3-4 lettres et je lance mon appli. Je ne le fais quasiment que comme ça. Je n'utilise pas le dock, je vais pas dans Mission Control, c'est comme ça que je m'en sers. Tu n'utilises pas le langage des signes d'Apple. Hein. Donc c'est le point d'entrée pour lancer des applis sur un Mac de la même manière que la boîte Google est le point d'entrée pour aller chercher un site sur le web. Alors maintenant, est-ce que c'est la même fonction? Pas du tout, sachant néanmoins que Spotlight aujourd'hui va chercher sur Internet sur un certain nombre de sites. Par exemple, Wikipédia. On tape quelque chose, on a des résultats. Maintenant, on a les résultats sportifs, on a la météo, etc. Sans lancer de Safari ou Firefox ou Chrome. Sans lancer de Safari, de Firefox. Ça fait même des petites opérations simples, comme faisait dans le temps Google aussi, l'arithmétique, etc. Maintenant, il y a 3 univers que l'on peut aller chercher. Il y a l'univers très personnel. C'est tout ce que l'on a sur soi. Moi, en l'occurrence, j'ai plusieurs dizaines de Tera connectés à mon Mac. Oui, c'est un gros consommateur de données. Pour trouver quelque chose, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Et Spotlight n'est pas forcément efficace. Donc, c'est plutôt mon organisation de répertoire pour le faire qui m'est utile. Ensuite, pour chercher quelque chose, j'utilise Google. Systématiquement, je fais ni sur Bing, ni sur DuckDuckMe ou je sais pas quoi là, comment ça s'appelle. DuckDuckGo. J'utilise Google systématiquement partout parce que j'en ai l'habitude et j'ai pas forcément envie de changer, ça changera rien. Maintenant, il y a un autre bout de l'internet qui aujourd'hui n'est pas accessible et que même Google et c'est par exemple Facebook. Tout Facebook n'est pas indexable par Google et c'est là où on passe une très grosse partie de son temps aujourd'hui sur l'internet. Donc c'est 3 usages différents. Donc pour piloter son environnement personnel, ses données personnelles qui aujourd'hui ne sont pas encore sur le cloud, oui, Spotlight a un sens, mais vu que l'on met de plus en plus sa musique sur des services en ligne, ses mails sur des services en ligne, etc., ses photos sur des services en ligne, est-ce que ça a développé une stratégie Spotlight locale? Il y a le deuxième qui est le Google, et ça c'est difficile de concurrencer la quinzaine d'années d'expertise, de données, de stockage de données, de vitesse d'exécution, etc. Il faut rentrer dans un nouveau cycle de technologie, hein, comme on l'a eu avec Microsoft. Ça passe pas possible. Yahoo a essayé, Bing a essayé, Allez, on avance, si tu es d'accord. Et voilà, le Facebook local, c'est pas eux, donc voilà. Avant de parler peut-être l'innovation la plus majeure en matière d'interface, si on peut parler vraiment d'innovation, un petit rappel concernant notre partenaire, la Société Générale qui nous offre une Apple Watch, c'est un beau cadeau, une Apple Watch Sport à remporter ce soir en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de l'émission, un cadeau qui vous est offert en marge de la sortie de l'application de la Société Générale. Donc rendez-vous à la fin de l'émission en répondant via le compte SG, vous associé à l'hashtag l'appli SG du côté d'Elgato. Regardez en plateau, voilà ce qu'on vous offre. C'est la gamme Elve d'Elgato, la gamme d'objets connectés pour la maison. L'une des premières gammes du marché compatible HomeKit. Alors il y a ici Home, Eve Home pour le Eve Room, pardon, j'y arrivais. Pour la chambre à coucher, donc ça vous donne la température, la qualité de l'air, etc. Et ceci, il y a plein d'autres accessoires qui vont arriver, comme ce petit connecteur électrique qui vous permet de connecter tous les objets qui ne le sont pas, pour les éteindre, pour les allumer. Regardez, Eve, voilà. Pour les éteindre, pour les allumer à distance et savoir en temps réel, et ça c'est assez remarquable, la consommation électrique de tous vos objets électriques à la maison et pouvoir éventuellement moduler et pouvoir maîtriser ses dépenses. Ce soir, Elgato vous offre 5 Eve Room, 5 capteurs de valeur 80 €, en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission via le compte Twitter d'Elgato, @Elgato, et via l'hashtag Elgato Eve. Alors, deuxième innovation importante présentée par Apple la semaine dernière. Il s'agit du multifenêtrage, Paul, et l'arrivée donc, je dirais, de choses qui sont assez inspirées, je crois. Hein. Alors, le multifenêtrage de S10 El Capitan, j'ai pu l'essayer et Craig Federighi en fait la démo juste derrière moi. Alors, comment ça marche déjà? Comment ça marche? On va faire un petit peu de Michel Chevalet. Allons-y. Il suffit en fait de cliquer longuement sur le bouton vert qui vous permet actuellement de passer en plein écran. La première application va se réduire, se mettre au format portrait, si je puis dire, à gauche de la page. Toutes vos autres applications vont apparaître et vous choisissez la seconde à afficher sur la partie droite de l'écran. C'est très pratique par exemple pour comparer 2 documents texte ou pour pourquoi pas écrire le déroulé dont refait le Mac tout en vérifiant les vidéos. Donc c'est très pratique, mais d'où ça vient? Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Chez Windows.
C'est exactement le même mode multifenêtrage que celui de Windows 8 qui a été amélioré avec Windows 10. Et là, Apple a clairement un peu de retard. C'est bien de l'avoir inclus, mais on ne va pas leur dire chapeau pour ça, clairement pas. Donc une inspiration du côté de Microsoft. On le voit, Monsieur X, Rodrigo, Apple veut aller de plus en plus, essaye de convaincre l'utilisateur d'aller vers le plein écran. Monsieur Rodrigo disait que lui, il était plutôt fan des raccourcis clavier, ce n'est pas forcément dans la philosophie. Volonté de convergence avec iOS 9, volonté de convergence sur les modes d'utilisation du mobile, de l'iPhone et de le retrouver sur le Mac. Vous y croyez à cela? Est-ce que vous êtes convaincu par cette nouvelle manière de travailler en plein écran? Il y a même la barre du Finder maintenant qui disparaît La barre des menus. La barre des menus qui disparaît lorsqu'on bascule dans ce mode de multifenêtrage. Monsieur X et Rodrigo. Écoute Olivier, moi à titre personnel, je trouve que travailler avec les applications en mode plein écran est assez agréable. Moi ça me permet, quand j'ai besoin d'être concentré, en fait, de m'isoler du reste de mon Mac, des notifications, des mails qui peuvent arriver. Je suis dans une espèce de bulle de travail. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et puis, je trouve ça assez esthétique, assez beau. Le seul petit bémol, et ce n'est peut-être qu'une impression, c'est que, en tous les cas, c'est le sentiment que j'ai, quand on passe les applications en mode plein écran, elles consomment plus. Voilà. Et puis sur le Mac, pour finir, c'est assez agréable parce qu'on peut passer d'une application à l'aide à l'autre, par exemple, très rapidement, soit avec son clavier, soit avec sa souris. Donc si on a un Mac assez rapide, c'est assez élégant. Donc voilà, à titre personnel, moi j'adopte. Est-ce que ce sera le cas de tout le monde? À voir. En tous les cas, oui, c'est un vrai pas vers la convergence des interfaces, notamment avec l'iPad. Oui, Rodrigo, brièvement, cette volonté d'Apple de faire travailler les gens sur OS à la manière d'iOS, tu trouves que c'est une voie qui t'intéresse et qui est cohérente par rapport à l'écosystème Apple aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'à la manière d'iOS ce soit le terme. Proposer un plein écran sur des écrans de plus en plus petits, par exemple sur un MacBook Air, c'est intéressant. Moi, je ne travaille pas sur iOS. Je m'en sers uniquement pour consulter, lire des magazines, des articles, des pockets, des choses comme ça. Donc, c'est pas le même usage. En revanche, utiliser plus le real estate de l'écran, oui, absolument. De l'écran, parlons-en, Paul, avec l'arrivée d'un langage de programmation graphique, je crois, qui était réservé jusqu'alors à iOS. Oui, effectivement, Olivier. Alors, c'est pas tout à fait un langage de programmation, c'est une API en fait de très bas niveau. Donc, c'est quelque chose dont les développeurs vont pouvoir se servir dans leurs applications, dans leurs programmes, et dont Apple ne s'est pas privé. Et je pense que cette réactivité que j'ai ressentie dans El Capitan est due pour beaucoup à ce module. Égale, Voilà, à configuration égale, qui rend enfin utilisables les machines avec des écrans Retina. Le Mac hérite de l'API d'iOS. Exactement. Cette API qu'on a vu arriver donc avec iOS 8 et qui, surtout avec l'iPhone 6 peut-être plutôt, et qui sait tirer parti des puces A8 et A8X et qui leur permet de développer une puissance graphique, non pas sans commune mesure, mais quand même très, très bonne pour des appareils mobiles. L'avoir sur des Macs qui aujourd'hui doivent pousser jusqu'à 15 millions de pixels dans le cas de l'iMac Retina 5K, c'est clairement un bonheur et on n'étouffe pas comme sous Yosemite où un simple glisser vers le haut sur le trackpad rendait Mission Control inutilisable par exemple. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi une stratégie de convergence, d'amener des développeurs qui ont l'habitude de travailler avec cette API sur iOS, de venir développer sur Mac? Monsieur X, Rodrigo, vous croyez à cette philosophie de pousser encore une fois les utilisateurs très nombreux, les développeurs très nombreux d'iOS à se mettre au Mac, à développer des applications pour Mac? On sait qu'elles sont infiniment moins nombreuses. Il n'y a qu'à comparer l'App Store avec le Mac App Store. Ouais, il suffit de regarder la base installée des machines sur iOS. Aujourd'hui, dans les ventes d'Apple, c'est 80%. Ouais. Mais tu crois que ces stratégies, ça parle aux développeurs de dire voilà, vous maîtrisez un langage, vous maîtrisez une API, pardon. Vous avez développé des jeux concrètement, puisque c'est ça dont il s'agit essentiellement. Pourquoi vous ne les portez pas sur Mac? Probablement, c'est ce que l'on appelait il y a pas mal d'années une stratégie Atawad. Donc anytime, anywhere, any device. Quelque part, on s'affranchit pour l'utilisateur de l'interface, le type d'écran. On doit pouvoir retrouver l'expérience ou le contact avec son client, quel que soit l'écran qu'il utilise à un moment donné. Et de la même manière que des médias, on les consomme pas de la même manière. La radio plutôt le matin en voiture, le journal le matin ou le soir, le livre en week-end, etc. Il faut être présent sur tous les points de contact avec son client. Donc oui, le fait d'avoir un langage et un framework de développement unifié, quelque chose d'attractif pour les développeurs. Parce que je ne sais pas si tu as joué un de ces jeux, Supercell par exemple, Clash of Clans. Parfois tu joues sur ta tablette et puis tu es entre deux rendez-vous, tu as un métro, et tu dis tiens, je vais me connecter et tu n'es pas sur le même écran. C'est assez perturbant.
Pourquoi ne pas utiliser cette opportunité-là? Monsieur X, le fait qu'il y a eu des développeurs d'Epic qui sont arrivés sur scène avec Craig Federighi la semaine dernière, qui ont fait une démo d'un portage de jeu avec Metal, tu crois qu'encore qu'Apple, 30 ans après, a encore une chance d'imposer le Macintosh sur le créneau du jeu? Oui. Bah, écoute, Olivier, Paul me connaît trop bien. Et effectivement, moi je pense que pousser les développeurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à développer une seule appli qui pourrait marcher peut-être avec des légères différences, mais grosso modo sur son Mac, sur son iPod et sur son iPhone, je pense oui que c'est vraiment une piste qui essaye de privilégier Apple. Ça intéresse Apple, bien évidemment, pour augmenter le nombre d'applications disponibles sur Mac, mais ça peut aussi intéresser les développeurs, si c'est un effort moindre, parce que ça leur offre une opportunité de revenus en plus. Est-ce que Apple va utiliser ça après, cette concentration des efforts en une seule application sur tous les écrans, comme le disait Rodrigo, pour essayer de mettre un pied dans le marché du jeu? Oui, j'y crois toujours. C'est dans les gènes d'Apple. Ouais, c'est dans les gènes d'Apple. C'est dans la vision qu'a Apple, qui est de devenir le Sony du 21e siècle. Et puis c'est surtout un marché très juteux qui dépend avant tout du logiciel. On le voit avec le 3 ces jours-ci. Ouais. Et moi, je pense qu'Apple a un rôle à jouer. En quantité, Apple s'est déjà imposé dans le domaine des jeux. Maintenant, pourquoi pas s'imposer en qualité et sortir un jour un blockbuster. Et le plus ils attirent les développeurs sur le Mac, le mieux c'est. Et puis la dernière pierre, ça sera peut-être ces jeux qui sont disponibles sur Mac, qui seront facilement disponibles un jour sur l'Apple TV. Et là, on aura un vrai écosystème, on en reparlera. L'Apple TV, on n'en parle même pas ce soir. Monsieur X parle à mon cœur. Là. Cette rumeur elle s'est essoufflée et retombée. On va voir s'il va arriver, mais on commence vraiment à être inquiet quant à l'avenir de l'Apple TV. Mais passons, on en reviendra plus tard dans une autre émission. On pourrait parler encore de quelques petites fonctionnalités à grignoter du côté d'Oasis, mais on a à peu près fait le tour. Il y a Safari qui s'enrichit de nouveaux onglets, de nouveaux raccourcis. On aura l'occasion d'y revenir, mais ça ne mérite pas forcément qu'on s'y attarde. Avant de parler au plat de résistance de cette conférence, de cette keynote, à savoir iOS 9, un retour sur nos partenaires et nos concours organisés par la Société Générale, notamment en marge de la sortie de sa nouvelle application pour iPhone, pour Android et pour l'Apple Watch. Justement, il vous offre une Apple Watch Sport en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission via le Twitter de la Société Générale, SG et vous, mais également en associant l'hashtag l'appli SG, c'est ça. Et autre cadeau, il est là en plateau, c'est le cadeau de nos amis d'Elgato. C'est les nouveaux objets connectés d'Elgato pour la maison, des capteurs pour la maison. Ça, c'est Eve, la gamme Eve Room. Ça, c'est ce que vous avez gagné ce soir, 5 exemplaires. Vous avez la température, vous avez la qualité de l'air, entre autres. Ça va s'enrichir de plein de fonctionnalités. Ça fonctionne en Bluetooth 4.0, retenez-le, j'ai rien dit. Voilà, et ça coûte 80 € et vous en gagnez 5 exemplaires en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission via le compte d'Elgato et l'hashtag Elgato Eve. Alors, iOS 9, c'était l'autre moment fort de cette présentation. On l'a également installé ici sur cet iPad. Il y avait encore pas mal de choses à se faire pardonner du côté d'Apple. On sait que l'arrivée d'iOS 8 s'est fait un petit peu dans la douleur. Oh, même iOS 7. Ouais, concrètement, là, on sent qu'Apple essaye de se repositionner de plus en plus par rapport à Android. On le disait en amont, surtout qu'il y a quoi ? Il y a une semaine avant la WWDC, dans le même endroit, au Moscone Center, Google présentait sa propre conférence des développeurs, la Google I.O. C'est ça, la Google I.O. a eu lieu au même endroit que la WWDC, ce qui est assez amusant. Bon, alors effectivement, les annonces sont préparées des mois à l'avance, probablement dans les deux cas. Oui. Donc bon, c'est pas forcément, comme Cédric l'aurait dit, la réponse du berger à la bergère. Mais passons. Pour revenir vraiment à iOS 9, par exemple, le tiroir du multitâche est vraiment copié sur Android, sauf qu'à part... il ne fonctionne pas verticalement mais horizontalement. Ouais. Vraiment, on a maintenant cette liste. C'est beaucoup plus joli d'ailleurs, mais bon, c'est ce cher Mathias Duarte qui avait fait du si bon travail sur WebOS. Passons. Il y a de nouvelles fonctions, notamment un iPad qui peut et qui va se transformer en outil de production. Apple veut vraiment faire sortir l'iPad de son rôle d'objet de consommation de contenu. Et probablement, elle pense que c'est ça qui va relancer les ventes. Alors, la fonctionnalité qui va permettre donc à Apple d'imposer l'iPad, voire l'arrivée d'un iPad Pro, cher ATV. Ah, il y a des indices dans iOS 9. C'est l'arrivée donc d'un mode multi-fenêtre, j'y suis arrivé, dans iOS 9. Et oui, je vais vous le montrer tout de suite. Alors par exemple, là je suis, donc cet iPad a été remis à zéro, c'est pour ça qu'il n'est pas très garni. Je suis donc dans l'application Messages, mais il n'est pas impossible de tirer en fait un tiroir comme ceci et d'avoir une application. Là j'avais iBooks qui était ouvert avant, et même de resizer, on peut faire 50-50.
70-30. Les deux applications sont actives, hein, notez-le bien. Mais là, Alors que... on le voit peut-être sur le plan serré, vas-y, refais-le. Voilà, donc comme vous le... Voilà, c'est parfait. Comme vous le voyez, les deux sont actifs en fait. Il n'y a aucune limite et ça peut être très pratique pour avoir des mails et des notes ou un dessin et des notes. Donc l'iPad propose là aussi quelque chose qui va être important pour peut-être relancer ses ventes, mais encore une fois, ça ressemble beaucoup au mode multifenêtre qu'on connaît sur la surface de Microsoft. Alors ça, c'est réservé exclusivement à l'iPad, pour les raisons que tu viens de décrire. R2. R2. Qu'est-ce qui est disponible sur les autres configurations d'iPad? Tu veux dire par exemple sur cette petite chose que j'aime tant. L'iPad mini par exemple. L'iPad mini. Alors l'iPad R2, pour des raisons notamment de RAM, puisque l'iPad R2 est le seul iPad à avoir 2 Go de RAM, et le seul à pouvoir en fait, si tu veux, avoir deux applications côte à côte qui fonctionnent en même temps. Ouais. L'iPad mini, lui, ce qu'il peut te proposer, c'est d'avoir une application en plein écran, et tu tires un petit tiroir, un slide over en fait, de la droite. Tu peux par exemple ouvrir Message, qui va s'ouvrir comme une longue liste, et qui va geler l'application en dessous, tu peux répondre à ton message, le dégager. Donc en fait, c'est un faux multitâche. C'est un peu la différence entre le multitâche coopératif qu'on a connu jusqu'à macOS 9. Tu pouvais copier une disquette et avoir une application ouverte, mais elles ne marchaient pas ensemble. Et le multitâche, vraiment multitâche d'OS 10, qu'on connaît depuis maintenant assez longtemps. Ouais. De manière générale, on s'aperçoit qu'Apple essaye d'élargir le champ des fonctionnalités et d'interface avec le multifenêtrage notamment. On l'a vu, Monsieur X notamment, que Google aussi a été plutôt en amont là-dessus. Hein. Google, tout simplement, même sur iOS, puisque l'appli YouTube gère le Picture in Picture depuis pas mal de temps déjà. Il était temps que ça arrive dans la sphère Apple, Monsieur X. Oui, Olivier, il était temps que le Picture in Picture arrive comme fonction disponible, ou le multi-fenêtrage. Maintenant, moi je pense qu'à titre personnel, ça va nous apporter un plus sur l'iPad. Sur les iPhones, vu la taille moyenne de l'écran, moi j'en vois pas vraiment encore l'utilité. 6 Plus, il y a de quoi mettre, hein. Je peux y croire. Hein. On va voir, mais Oui, ça, pour l'instant, c'est pas au programme. Ah, je vais juste dire quelque chose. Par contre, sur l'iPad, là ça peut être vraiment très très intéressant parce qu'on commence à peu avoir de la place et la possibilité d'imaginer des scénarios d'utilisation avec plusieurs fenêtres dans une même application, que ce soit un jeu ou même une application de productivité. Hein. On peut imaginer une calculette et puis une fonction plus simple de travail dans une application professionnelle, tout bêtement. Voilà, donc ça ne propose toujours pas de calculette non, mais par défaut. Oui, tu sais, ce que dit Monsieur X, là, ça me fait penser à un appareil que je chéris, mais tout ça, ça prendrait sens sur un iPad plus grand, non? Un iPad Pro. Et bien justement, j'ai des preuves. J'ai des preuves puisqu'on a découvert dans les ressources d'iOS 9 qu'il y avait des claviers qui correspondaient à une définition qui serait pile la définition d'un écran de 12,98 pouces. Un clavier plus large. Un clavier plus large avec un rang de touche supplémentaire. Il est déjà tout prêt, hein, il n'y a plus qu'à sortir l'appareil. On peut brancher un écran externe sur l'iPad. Mais peut-être qu'il aura un port USB-C, pas du Lightning. En tout cas, l'iPad Pro arrive, j'en suis quasi certain. Peut-être que le MacBook 12 pouces est en fait un iPad et on nous l'a caché. Je serais prêt à reparier une bouteille. Il est tactile. Je serais prêt à reparier une bouteille de champagne avec toi, Olivier. Je vais encore perdre. Alors Rodrigo, est-ce que tu crois à la théorie de notre ami Paul, à savoir que non seulement un iPad Pro arrive et on en a vraiment la démonstration petit à petit du côté de l'interface d'iOS, et crois-tu justement de la possibilité comme ça du multifenêtrage, du multitâche, ça va dans le sens de l'histoire? Est-ce que l'iPad 3 arrive? Bah ouais, sûrement. Comme chaque année. Oui. Bah, comme chaque année, on l'appellera Pro ou S ou iPad 3S ou 4S. Ce serait plus Tu as bien compris que ce serait plus qu'un simple iPad. Il aura un écran beaucoup plus grand, un 12 pouces, voire peut-être un stylet. Et donc, la volonté, c'est de faire de l'iPad un vrai outil de production. Toi, et ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, est-ce que le multifenêtrage aujourd'hui te satisfait tel qu'il est présenté dans OS 9 pour passer le pas et laisser à la maison ton MacBook Air et travailler uniquement avec l'iPad? Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est le serpent du Loch Ness, cette question. On l'a adressée déjà 20 fois. Mais moi, je travaille, j'utilise Excel. Tu me vois utiliser Excel sur un iPad avec les doigts, c'est pas possible. Alors, il y a un truc qui est vachement intéressant qui a été introduit, on n'en a pas parlé, Paul. C'est le mode trackpad dans l'iPad. Oui, effectivement. Alors, on va vous le montrer là comme ça. En fait, si vous voulez, sur le clavier d'iOS, je ne sais pas si on le voit ici. Bon, vous voyez, j'ai ouvert mon clavier. Vous posez en fait 2 doigts sur le clavier et vous les déplacez et ça va vous permettre de déplacer le curseur avec beaucoup plus de précision que la loupe d'iOS qu'on connaît depuis très longtemps. Ouais. C'est galère. Ou même de taper au hasard. Et puis au-delà, on sait que Microsoft a réussi ce pari-là, a priori.
de faire une tablette pour travailler avec Surface. Très bien et réussi. que apparemment c'est le créneau qui leur permet de trouver une place sur le marché, même si c'est pas encore des millions de ventes. Il y a un créneau et on sait que les entreprises, on l'a vu avec l'annonce d'IBM l'année dernière au mois d'août, c'est aujourd'hui une priorité pour développer les ventes d'iPad qui sont vraiment en baisse et à tonnes. J'en sais rien. Non, le très sait pas, sérieusement, j'en c'est sais un rien. diesel, c'est un diesel. Ça va venir. Non mais effectivement, si on regarde les ventes des laptops, les ventes des tablettes aujourd'hui dans la distribution spécialisée, c'est en baisse. Pour avoir regardé de l'intérieur récemment, est-ce que ça va relancer? Je ne sais pas. Tu sais, il y a très très peu de différence finalement entre un ordinateur et une tablette en termes de taille. Un écran, l'autre ne l'a pas. La vraie question est plutôt de regarder les différents segments de professionnels qui vont s'en servir. Si c'est des parcs informatiques, je ne suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui gérer des tablettes de la même manière qu'on gère aujourd'hui des parcs de laptops. C'est-à-dire installer, gérer les logiciels, les licences, etc. Surtout que ça blesse parce que les achats se font auprès des grands groupes par des grands nombres d'équipements. C'est peut-être là où ça va pêcher. Il y a quelques années, j'avais, dans une mission pour un de mes clients, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait décidé de passer tout son parc mobile sur laptop. Il avait acheté 300 tablettes. Et à l'époque, il avait dû construire tout un ensemble de logiciels lui-même pour gérer ses parcs parce que c'était pas disponible sur le marché. Ouais. Ça y est, là, c'est fini? Ah oui, j'ai compris. Non, parce qu'au début, il a du mal et puis c'est un diesel, Rodrigo, évidemment. Très bien. En tout cas, une chose est sûre, Rodrigo et Paul, si on avait une justification enfin à donner pour acheter plutôt un iPad Air 2 plutôt qu'un iPad Air 1, là, on en a enfin la matérialisation. Auparavant, on avait du mal à dire mais pourquoi prendre un iPad 2 par rapport à un par Touch ID? Apparemment, si on veut vraiment profiter du multitâche et du multifenêtrage, il faut un iPad Air 2, il faut de la puissance. Peut-être que ça permettra à les gens Apple de pousser un peu plus l'iPad Air 2, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quelques avancées quand même concernant quelques applications qui ont retenu notre attention lors de cette conférence et qu'on a pu essayer. C'est Notes, Paul. Oui, effectivement. Alors là, c'est le privilège de ceux qui écrivent le déroulé et qui sont en plateau, c'est qu'ils peuvent développer leur théorie tout au long de l'émission en fait. C'est génial. Voilà, donc avec Notes, je vais encore pouvoir m'en servir un petit peu. Donc non, sans rigoler, l'application Notes qu'on n'avait pas vu changer depuis très très longtemps, puisque bon, elle a été quasi abandonnée avec iOS 7, ce qui personnellement me rendait assez triste. Elle a été entièrement revue, elle propose énormément de choses. On peut maintenant y inclure des adresses, des citations de Twitter, des adresses web aussi avec des commentaires. On peut faire des checklists. Et surtout, elle a gagné des outils de dessin qui iraient vachement bien avec le stylet d'un iPad Pro. Pourquoi pas, je dis ça comme ça. Tiens. Voilà. Merci Olivier. Donc on peut créer une liste de tâches, ça c'est quand même assez sympathique. On peut changer le style de texte qui était impossible avant. On peut importer des images. Enfin, c'est devenu une vraie application de notes et à mon avis c'est aussi une manière de concurrencer OneNote qui est absolument pour moi la killer feature de la Surface 3 et qui marche super bien. Je veux dire, ouvrir sa tablette, faire ça sur le stylet et arriver sur OneNote, pouvoir écrire, importer une image, fermer la tablette, retourner au boulot, c'est juste génial. Et si Apple arrive à faire la même chose avec Note, ce sera super. Voilà, donc c'est une très très bonne application maintenant et tout se synchronise par iCloud et tout a l'air de marcher plutôt pas mal. C'est assez agréable à utiliser. Donc petit à petit, l'iPad Pro fait son nid. Peut-on ou doit-on, franchement, est-ce que c'est un service à Apple de parler encore de plan, Paul? Plan, c'est un peu l'embarras d'Apple depuis 2012 puisque c'est un peu l'héritage de Scott Forstall et le problème c'est que Apple a toujours essayé de jouer à rattraper Google et n'y a jamais vraiment réussi. Là, on a gagné quoi? Les transports publics, c'est déjà dans Google Maps. Oui, il y a encore pas partout les transports publics. Pas publics. partout, c'est géré dans 2 villes d'Europe, Londres et Berlin. Elles ne sont pas activées dans la bêta, donc ça commence très très bien. Ouais. On a gagné un système de points d'intérêt à la Yelp, clairement, et à la Google Maps. Qui ne fait sens en fait que dans une autre fonction qu'on va vous dévoiler après qui s'appelle Proactive, qui est le nouveau Spotlight. Ça va être vraiment la bonne surprise. Le dessert de cette émission. Monsieur X, ce que dit Paul est toujours intéressant évidemment. Est-ce que tu penses que Apple a encore des chances de rattraper? Évidemment. Ah oui, Apple a des chances de rattraper Google, sachant qu'il manque des fonctions phares de Google Maps, à savoir Street View à Apple. On a découvert récemment, Apple aurait confirmé que les petites voitures qui se baladaient partout avec des caméras dessus, c'était pas forcément pour faire une iCar, mais c'était pour développer un Street View-like. Votre avis, monsieur X? Moi, je crois que là, Apple n'a pas le choix. Non seulement il continue à investir dans Plan, que ce soit la version qui est disponible sur
iPad, iPhone, mais aussi la version sur Mac. Moi, j'y vais régulièrement et on voit des fonds de cartes 3D apparaître. C'est assez agréable. Ouais, c'est très beau, Ouais. mais bon. C'est vraiment très beau et c'est plutôt fluide. Et pourquoi Apple n'a pas le choix? Parce que tous les services qui tournent autour de la géolocalisation sont devenus essentiels pour les usages d'aujourd'hui, puis pour demain, t'en parler avec une éventuelle voiture Apple. Et ce qui leur manque vraiment, effectivement, c'est Street View. Alors Street View, soyons honnêtes, essaye de réfléchir aux 6 derniers mois qui viennent de se passer. Ouais. Combien de fois tu as utilisé Street View? Plein. Parce que. C'est souvent. La question était à Olivier, Paul, mais Je rigole, non mais je rigole. la moyenne des gens, C'est ma assez place. peu. Allez, bonne soirée, Paul. Ouais. Non, assez souvent. Voilà, vous savez, moi, je ne suis pas vraiment originaire de la région parisienne, donc je me perds assez facilement. Et donc, voilà, il m'arrive assez souvent d'utiliser Street View. Sur mon ordi, c'est vrai que j'utilise peu sur l'iPhone. Voilà, mais c'est plutôt les applications verticales. Bon, les gens qui cherchent un appartement ou je vais dans un endroit une première fois, Bon, j'ai je un peu pars en de temps week-end, pour voir mais ça comment m'arrive est pas souvent, la en ce moment. façade. Voilà, où effectivement, quand tu vas te balader, tu regardes un petit peu comment ça se passe. Voilà. C'est pas encore, on va dire, un péché mortel de ne pas avoir un équivalent de Street View pour Apple. En revanche, ça risque de le devenir parce que Street View couplé avec une fonction 3D, on peut monter un imaginer, max c'est d'infos, ça. Ouais. C'est ça le futur, c'est très immersif, très agréable. Cette sensation qu'on aurait depuis son Mac de se balader dans une espèce de réalité virtuelle de la planète. Donc, il faut qu'Apple mette les bouchées doubles. Là, ils ont pas le choix. Ça va être quand même très difficile. Si Cédric était là, eh bien, il vous dirait que c'est quand même compliqué. Les efforts et les sommes faramineuses qu'a dépensé Google depuis des années pour Street View pour rattraper le retard, ça va être compliqué. Tu parlais de données, de collecte d'informations locales. La belle transition, monsieur X, avec Proactive. Alors là, on va se faire plaisir. Là, il y a une vraie évolution en termes de fonctionnalités autour d'iOS 9. Là, on voit véritablement qu'Apple va aller vers son concurrent qui est Google Now. Ah, ils sont très inspirés là aussi. Parce que Proactive, en fait, c'est Spotlight, si vous voulez, mais remodelé, refait avec une contextualisation. Un Spotlight intelligent. Un Spotlight intelligent. C'est-à-dire que Proactive se retrouve à la fois dans Siri et dans Spotlight, mais beaucoup dans Spotlight. Spotlight, au lieu d'être un panneau vide où vous allez pouvoir faire une recherche, va vous proposer en fait des suggestions. Vous allez avoir par exemple tous les jours à 7h du matin, Olivier ou moi, nous ouvrons notre application Twitter pour voir un peu ce qui s'est passé. Et Proactive va apprendre ça et il suffira de slider et on aura Twitter comme application recommandée. J'appelle ma mère tous les jours à 5h. Bon, on me proposera d'appeler ma mère tous les jours à 5h. C'est des fonctions en fait qui sont là pour devancer l'utilisateur et lui permettre de ne pas perdre de temps, de ne pas oublier et en gros vraiment de faire en sorte que la technologie, ce qu'Apple adore faire, que la technologie soit au service de l'utilisateur et jamais l'inverse. Le problème, c'est que cette approche qui a l'air très intéressante, risque d'être à demi réussie parce que là où Google a eu beaucoup moins de scrupules qu'Apple sur la vie privée, Apple a passé la moitié de la conférence à bien faire comprendre qu'elle prenait très soin des données de ses utilisateurs et qu'elles étaient leur propriété. Et du coup, en fait, ça contrecarre un peu cette approche à la Google. Donc on va voir ce que ça donne. C'est intéressant, c'est joli, ça ressemble à Google Now, mais c'est différent. Donc est-ce qu'on peut faire du proactif, monsieur X, Rodrigo, peut-être Rodrigo, qu'on a moins entendu ce soir, en fait, effectivement, en étant plus léger dans la collecte des données, en ne les croisant pas, en les gardant dans des serveurs ou en les gardant carrément dans le téléphone, comme l'a promis Tim Cook tout au long de cette conférence, Rodrigo. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut y croire ? Oui, je réfléchis. Malheureusement, mon ami Malik a fait un super papier sur la protection des données, mais que je n'ai pas encore lu. J'ai sauvegardé pour lire ce soir en couchant. Donc, première chose... Apple a fait 2-3 bêtises par le passé sur la gestion des données. Je pense qu'il gardait l'historique de tous les déplacements et balançait ça sur les serveurs. Ouais, avec plan, déjà. Ouais, mais bon, Google le fait, sur les stories de Maps, vous voyez que Google vous suit aussi. J'ai l'impression qu'on revient au débat toujours, si c'est gratuit, le produit c'est vous. Et si le produit c'est vous, il y a plusieurs manières de le monétiser. Un, c'est de vendre de la publicité pour vos yeux. L'autre, c'est de monétiser des données agrégées. De la big data. Et ce qui permet d'être exploité ensuite sous la forme de la big data. On n'a rien sans rien. There's no free lunch, comme disent les Américains. Si on n'utilise pas de ce service gratuitement, à un moment, il faut payer. Ou alors, il faudrait avoir une alternative où on efface vraiment toutes ces données contre de l'argent sonnant et trébuchant. Apple proposait un éventail aussi large de services que Google Now, parce que Google Now est déjà une réalité
concernant Android. Il s'est même amélioré lors de la Google I.O. Très tangible. Tout en respectuant la vie privée des gens. Est-ce que, en clair, pour pouvoir proposer autant de contextualisation et autant de proaction, il faut renoncer un petit peu à sa vie privée, ce qui pose un vrai problème. Moi, je dirais, tu sais, en étant citoyen d'un pays de l'Ouest, tu as déjà renoncé à ta vie privée. Les Américains ont passé après le 11 septembre le Patriot Act qui leur permettait de faire tout et n'importe quoi. Les Français viennent de passer le mois dernier une loi qui leur permet de faire tout et n'importe quoi. Sur l'enseignement. Ouais, mais même sans avis de juge. Donc, tes données, elles sont écoutées. Tu sais, dans le temps, on disait pas au téléphone, mais ça revient, quoi. Pas au téléphone, pas sur le mail, pas sur le net, nulle part. Et encore en te cachant la bouche si tu veux protéger tes données ou ce que tu racontes. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose à cacher? Est-ce que tes données ont vraiment de la valeur ou pas? C'est plutôt ça le débat que de s'asseoir sur des principes absolus. Si tu n'as rien à cacher, c'est pas si grave que ça, finalement. Avant de parler au dernier point qui a été avancé par rapport à savoir la gestion de l'énergie, un petit mot concernant à nouveau notre partenaire, la Société Générale, qui offre ce soir une Apple Watch Sport. Profitez-en. Un tirage au sort qui vous sera fait juste après, lorsque la Société Générale aura collecté tous les données en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission par rapport à l'application Société Générale via le Twitter de la Société Générale, à savoir SG, et vous et le Twitter. L'appli SG Elgato vous offre, regardez, c'est de toute beauté, les nouveaux objets connectés d'Elgato compatibles HomeKit, c'est la gamme Eve. On vous offre ceci, c'est Room, Eve Room, pour avoir toutes les informations dans votre maison, la température, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, si c'est pollué. Tout ça, vous l'avez sur votre iPhone grâce à Siri, pas besoin de lancer d'application. Ça vaut 89 €. Il y a 5 exemplaires à gagner en répondant à la question qui vous sera également posée en fin d'émission en associant le compte @Elgato et l'hashtag Elgato Eve. Le meilleur pour la fin pour iOS 9, l'autonomie aux surprises. Ah, il y a un vrai progrès. Si Fanny était là ce soir, elle recoulerait. Apparemment, on va gagner en autonomie avec l'iPhone. Est-ce que tu en as fait l'expérience? J'ai eu l'occasion d'utiliser iOS 9 sur des tablettes et j'ai pas senti de perte d'autonomie, mais c'est beaucoup plus difficile à jauger sur des tablettes. J'ai pas non plus senti de gain. Pour ce qui est de l'iPhone, j'ai ouï dire par certains amis que l'autonomie avait pris un sérieux coup dans l'aile, ce qui est plus ou moins normal avec une bêta. Le problème, c'est qu'Apple promet jusqu'à 6 heures d'autonomie en plus, mais elle les promet pour le jour du lancement. Et encore, ça me paraît un peu short. Alors, précise que les 6 heures d'autonomie en plus, c'est l'arrivée d'un nouveau mode d'économie d'énergie, mais essentiellement, et que ce mode d'économie d'énergie, encore une fois, il est inspiré du côté Android de la force, on est bien d'accord. Alors, c'est inspiré en fait, c'est inspiré d'une technologie de Qualcomm et surtout réutilisée par Samsung. Un mode d'économie d'énergie ultra, en gros, que Samsung a sorti sur ses Galaxy. Tout est basculé en économie d'énergie, écran noir et blanc, tous les réseaux sont coupés, etc. Tout coupé, et en gros, on peut quand même encore se servir de son téléphone pendant très longtemps. Je crois qu'on peut tenir jusqu'à 10 heures au moins. Donc, c'est quand même très pratique en situation d'urgence. Apple ne veut pas prendre cette approche-là, puisque pour elle, un smartphone, c'est un smartphone. Donc pas question d'écran noir et blanc. Qu'est-ce que fait Apple? Elle coupe les animations d'iOS, qui sont fort nombreuses, la relève des mails, des tweets, toutes les notifications push, le multitâche, tout ce qui consomme réellement. Et elle promet en gros que ce mode d'économie d'énergie qui se déclenche quand votre iPhone atteint ses 20% d'autonomie restante, vous donne jusqu'à 3 heures d'autonomie supplémentaire. Et il ne se désactivera à la recharge que quand votre iPhone touchera les 80%. Donc toi, tu n'as pas vraiment constaté de différence. C'est vrai qu'on a un ami commun qui est Stéphane Zibi qui a testé ça sur différents iPhones, effectivement en mode d'économie d'énergie, donc ça s'allume. La batterie apparaît en orange quand vous passez en mode économie d'énergie. Il avait son iPhone qui était un iPhone 6 qui était chargé le matin en se levant vers 7h, 8h, et puis à midi, il était à 2%. Donc voilà, il y a un vrai problème. Il a rebooté plusieurs fois, donc il y a encore de l'optimisation à faire. Il reste, on n'a pas dit, jusqu'à l'automne et Apple pour optimiser tout ça. Par contre, la bonne nouvelle, Paul, c'est qu'a priori, on n'a pas besoin de télécharger autant de données qu'auparavant pour faire les mises à jour. Les mésaventures de ceux qui ont installé pour la première fois iOS 8, ça semble vraiment du passé. La nouvelle version à installer est beaucoup plus légère. Oui, tout est beaucoup plus léger et en plus Apple a mis en place des mécaniques de app slimming en fait. Donc les applications vont être moins lourdes. Les possesseurs d'iPhone 8 et 16 Go apprécieront. Voilà, on devait vous parler de d'autres fonctionnalités et nouvelles applications qui étaient intéressantes. C'était le cas de News, ce qui va remplacer Kiosk. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission.
L'avenir de la presse, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans cette émission. C'est un peu notre métier, hein, on essaye du moins, pas évident tous les jours. Donc on aura l'occasion d'y revenir à la rentrée lorsqu'on aura vraiment eu le produit, qu'on aura l'occasion de l'utiliser, voire de l'adapter pour nos différentes publications. Un petit mot tout de même concernant Watch OS, c'était le dernier volet de cette conférence. On s'attendait, Paul, à ce que Apple révèle enfin des chiffres de vente 3 semaines après la sortie de la Watch. Et patatras, non, mais même déjà 3 semaines après, déjà une mise à jour. Eh ben non, rien du tout, rien, pas de chiffre de vente, pas de je suis content, pas de... Si, un petit je suis content, ne vous en faites pas, tout va bien, madame la marquise de Tim Cook. C'est très curieux, un peu inquiétant, mais bon, j'imagine que nos confrères ont énormément de choses à dire là-dessus. Mais juste pour l'aspect technique de la mise à jour, puisque en chiffre de vente, c'est quand même pas moi le meilleur, c'est une mise à jour qui promet beaucoup, mais qui n'est pas encore... on a l'impression en fait que l'Apple Watch sort vraiment de son état de gestation, qu'elle devient le produit qu'elle devait être au lancement. Écoute, on va se tourner vers Monsieur X qui utilise depuis 3 semaines une Apple Watch. Tu sais très bien que Tim Cook en particulier, Monsieur X, est très friand des chiffres. Là, il ne publie rien, il veut rassurer mais sans rien dire. Comment tu expliques cela, Monsieur X ? Bon alors Olivier, c'est assez simple. Hein. Tim Cook, il n'a pas donné de chiffres sur l'Apple Watch parce que, je pense qu'ils ne doivent pas être très très bons. Ah, carrément. Oui, carrément, oui. Je pense que c'est bien moins bon que prévu. Que souhaité ou prévu. Deuxièmement aussi parce qu'il faut rester prudent. Le produit n'est pas encore disponible. Hein. Moi, j'avais, comme tu le sais, l'occasion d'être aux États-Unis à San Francisco il y a 15 jours à peine, un peu avant la WWDC. C'est toi qui as pollué nos timelines et nos murs Facebook avec tes photos Instagram. Merci, Monsieur X. Le produit n'est pas disponible, même dans les Apple Store les plus célèbres, hein, celui de Stockton en plein centre-ville. Tu peux y aller, tu demandes à acheter une Apple Watch. Alors ça, tu peux l'essayer. Mais on te demande toujours d'aller l'acheter en ligne pour pouvoir gérer les arriérés de commande, et on te la promet dans un délai de 3 semaines. Ouais. Donc on ne sait pas comment vont se comporter les utilisateurs, les acheteurs potentiels face à l'Apple Watch quand elle sera vraiment disponible. Parce qu'il n'y a pas d'achat coup de cœur aujourd'hui autour de cette montre. Et moi, je pense que cette montre, au-delà de l'objet technologique, c'est aussi une montre qu'on achète pour se faire plaisir, et que donc l'achat coup de cœur, surtout sur le 2e semestre avec Noël, va compter beaucoup en volume. Mais pour le mesurer, pour le vérifier, il faut des Apple Watch qui soient en stock, qui débordent des rayons des magasins, et ça, Apple l'a pas. Donc, Apple attend avant d'être, on va dire, prévisible ou prédictible sur les chiffres. Le voilà le pourquoi du pas du chiffre. Ouais, et puis, oui, c'est vrai que les problèmes de fourniture des composants ont gâché le lancement de l'Apple Watch. On va voir effectivement à Noël si les ventes suivent. Et c'est vrai que, et vous en êtes le témoin privilégié, Monsieur X, il n'y a pas forcément une app killer pour vraiment inciter les utilisateurs, une fonction qui tue, qui permet de vraiment, génial, je vais l'acheter. Et on comprend mieux pourquoi il n'y a pas cette app killer en découvrant la nouvelle version d'OS Watch 2 et les nouvelles versions du kit de développement, Paul. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, ce que nous utilisons, ce que vous utilisez sur votre Apple Watch, n'est rien d'autre qu'une fenêtre déportée sur votre poignet, mais entièrement calculée sur votre iPhone, ou presque. Tout se passe sur le téléphone et tout est poussé vers la Watch. Donc en plus, ça consomme beaucoup d'énergie parce que le Bluetooth, c'est pas un processus économe du tout. Donc ce qui se passe avec WatchOS 2, c'est qu'on peut enfin créer de vraies applications pour la Watch, et encore, elle n'est pas entièrement émancipée du point de vue des calculs. Quand tu dis qu'on fait des applications pour la Watch, on fait des applications qui tirent parti des capteurs, de la spécificité de la Watch. Oui, et même pour les applications de sport, c'est vital. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et qui sont calculées vraiment sur votre poignet, quoi. C'est-à-dire que, alors il y a des gens qui ont dit, mais on va perdre en autonomie. C'est pas sûr, parce que le moins il y a de communication entre l'Apple Watch et l'iPhone, moins la communication Bluetooth tire sur la batterie, et le processeur, lui, c'est sûrement mieux se gérer. Et in fine, peut-être qu'on aura droit à un peu moins de ralentissement, parce qu'effectivement, il fallait toujours établir une communication Bluetooth ou Wi-Fi avec l'iPhone pour que ça calcule et que les résultats s'affichent sur votre montre. Là, la montre pourra calculer elle directement à partir du moment où on peut accéder directement à ces capteurs. Oui, Paul. Il faut juste qu'on parle de la fonction Time Travel qui, elle, promet quelque chose aussi qui permet en fait... C'est la seule vraie nouvelle fonctionnalité avec ce qui est derrière. Exactement. Le mode radio réveil. Super. Mais oui, Time Travel. Time Travel qui permet en fait, si vous voulez, de voir ce qui va se passer dans le temps. Voilà, donc c'est assez sympathique, ça permet vraiment de donner une utilité à l'Apple Watch, outre donner l'heure et toutes ces petites applications. Ça va pas être une killer features, mais si vous voulez, on passe moins de temps à
ouvrir l'Apple Watch vers le haut pour aller voir ce qu'on appelle les glances, ce qu'Apple appelle les glances, et plus à rester vraiment sur l'écran de sa watch pour avoir plus d'informations. Et également aussi, on allait presque oublier de le dire, les complications des développeurs tiers. Oui, c'est-à-dire que maintenant, les développeurs ont le droit de développer leurs propres complications, pas les cadrans, mais les petites complications qui vont venir enrichir votre cadran d'Apple. Dernier mot peut-être envers Rodrigo, il y a 6000 applications aujourd'hui, c'est le seul chiffre qui a été révélé lors de cette keynote autour de l'Apple Watch. C'est plus, au bout de 3 semaines, que bien plus qu'avait connu l'App Store lorsqu'il a été lancé pour l'iPhone, mais évidemment Apple a bien grandi depuis. Et puis là, on sait qu'il y a un nouvel Eldorado potentiel. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'Apple Watch, quelque part, est une version bêta, ni plus ni moins, et que cette keynote en est l'illustration, Rodrigo? Apple est resté fidèle à lui-même ou à elle-même, c'est qu'il ne faut absolument jamais acheter la première version d'un produit. Merde. Le premier iPod était peut-être disruptif mais très laid. Ouais. Si tu prends le premier MacBook Air avait zéro puissance. Non. Le premier MacBook Air avait zéro puissance. Le premier iPod était une grosse brique. Les premiers iPhone, il n'y avait pas de copier-coller, etc. Pas de SMS. Et ça MMS, tant pour moi. Et ça s'améliore en V2 et surtout en V3. Donc les gens qui suivent Apple depuis longtemps se disent ok, c'est joli, mais pas pour moi, j'ai pas envie de payer pour être un bêta-testeur pour Apple. Tu verras, la prochaine version aura plus d'autonomie, elle sera plus plate, et puis ils auront compris les problèmes d'interface ou d'expérience d'utilisateur, et seront meilleurs. Merci monsieur X de servir de bêta-testeur. Alors je te remontre ma montre à moi. Monsieur X, Ceci, c'est ce qu'on appelle un garde-temps, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu as une très belle montre. Ouais, c'est une très belle montre. Et puis moi, j'ai continué avec ma petite montre française. Je suis très content, la Wi-Fi. Bref, l'heure est venue de vous faire gagner une Apple Watch offerte par la Société Générale. Alors, répondant à la question qui va vous être posée dans un instant, n'oubliez pas, il faut répondre via Twitter, via l'application SG et vous, via le hashtag l'appli SG. La question, la voici. Quel est le nom de l'application bancaire de la Société Générale et quel est son numéro de version? Quel est le nom de l'application bancaire de la Société Générale et quel est son numéro de version? Allez vite, jetez un petit coup d'œil sur le compte Twitter de la Société Générale SG&vous. Il y a des indices qui vous seront donnés, les réponses ici sont claires. Le nom de l'application et la version. Merci à la Société Générale et bonne chance. Et pour remporter ici, regardez les nouveaux produits HomeKit Home Eve, j'y suis arrivé. De la gamme Elgato, c'est le Eve Home, c'est un capteur qui capte toutes les données de votre chambre de valeur de 80 €. Il y a 5 exemplaires à remporter. Il faut donc répondre à cette question via le Twitter d'Elgato @Elgato et l'hashtag Elgato Eve. La question, la voici. Via quel protocole réseau Eve communique avec votre iPhone? Via quel protocole réseau Eve communique avec votre iPhone ou iPad d'ailleurs? Donc la réponse vous a été donnée, souvenez-vous, en début d'émission. C'est difficile. Ouais, c'est pas difficile, c'est clair. Voilà, et évidemment, les gagnants seront tirés au sort par nos différents partenaires. Vous serez donc informés par Twitter. Et puis également, ceux qui auront la chance de gagner la montre de la Société Générale, l'Apple Watch Sport, ont le choix entre la 38 ou la 42 mm et même la couleur du bracelet. Voilà, merci à eux. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Monsieur X. Alors, mon coup de cœur, toujours dans la philosophie de la WWDC, c'est un bon vieux logiciel pour le Mac. Eh oui. Eh oui. Ma première passion, elle restera intacte toute ma vie. Et c'est Mac. Et donc, ce logiciel, c'est Audio Hijack, donc HIJACK Pro en version 3. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est assez simple. À quoi ça sert? Ça prend n'importe quelle source audio que vous pouvez faire lire par votre Mac. Ça la transforme à votre guise. Vous pouvez augmenter le volume, changer le format, l'envoyer dans une vidéo. Et voilà. Donc, c'est assez pratique quand vous voulez capturer un flux vidéo, même si vous n'avez pas trop le droit, parce que ça va capturer le flux audio au niveau de la carte son. Donc, vous écoutez une radio, vous écoutez un film, vous voulez en capturer un bout au niveau de l'audio, vous pouvez le faire avec ce logiciel-là. Et puis, vous pouvez en faire un fichier autonome derrière. Et ce qui est assez extraordinaire, allez voir au moins leur site internet, c'est leur interface. Je pense que l'interface de ce logiciel, c'est un peu l'interface de rêve pour un utilisateur. C'est aussi bête qu'une page sur laquelle tout ce que vous faites est représenté par des carrés. La source audio de départ, qui est un carré, le format du fichier audio d'arrivée, qui est aussi symbolisé par un carré, et au milieu, tous les filtres
que vous pouvez rajouter, un filtre passe-bas, un equalizer, un renforcement des basses, ce sont aussi des petits carrés avec lesquels vous pouvez jouer. Donc, vous avez une vraie, entre guillemets, table de mixage ou table de transformation de son avec une interface ultra ludique. C'est un vrai bonheur et c'est pas très cher, c'est aux alentours de $20. Bon, c'est un vrai indispensable, entre guillemets, de la création ou de la manipulation de fichiers médias sur le Mac. Et puis je rajoute, et c'est pas un deuxième coup de cœur, un petit truc, là, c'est l'avant-dernier épisode d'On refait le Mac. Ouais. Je me disais que ça serait peut-être pas mal, là, avec toute la fatigue qu'on a, que je jette carrément l'éponge et qu'au prochain numéro, tu montres une photo de moi. Voilà, je te permets, Olivier, donc si tu as ça dans tes cartons... Ça y est, tu fais ton coming out à la prochaine émission. Ouais. On va découvrir le visage de Monsieur X dans la prochaine émission. Alors. Ça sera le 197e voilà, donc on vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de l'Apple Music, notamment. Ce sera la dernière de la saison et on va découvrir le visage nu, sans cryptage de Monsieur X. Avant les vacances, c'est pas bon, ça? Oui, c'est beau. Merci, Monsieur X. Du côté de Rodrigo, quel est ton coup de cœur ce soir? Écoute, moi je suis parti très très loin. Je suis dans un pays inconnu qui produit des blondes, l'Australie. Alors je sais pas si tu sais, mais en Australie, ils font des sauces tomates pour les pâtes. Alors, si je peux me permettre, je connais d'autres spécialités, mais je ne connaissais pas celle-là. Voilà. Il faut bien tout honneur, bien sûr. Allons-y. Et en Australie, il y a donc il y avait une boîte qui fabrique des sauces tomates en plein de sauces différentes, avec plein de goûts différents, pour les pâtes, qui s'appelle Dolmio. Très bien. C'est un nom très australien, bien sûr. Et ils essaient de réinventer le repas familial. Tu sais, autour de la sauce tomate sur les pâtes, ça s'appelle les pâtes. Oui, très bien, mais c'est impossible aujourd'hui d'avoir des repas familiaux avec ça. Avec tous les écrans connectés. Quand on fait des repas avec Cédric et Rodrigo et Monsieur X, ils passent leur journée à tweeter, c'est juste impossible, quoi. Et donc, ils se sont associés à l'agence web vidéo sur place. Ouais. Et ils se sont dit, on va faire un poivrier. Tu sais, comme les super poivriers d'1 mètre qu'on trouve dans les restaurants italiens pour faire... Ouais, en bois, magnifique. Presque sculpté, des éditions sculptées d'ailleurs. Ouais. Donc, ils ont fait un poivrier connecté. Et lequel poivrier est encore plus malin. Il interdit l'utilisation des téléphones. Il coupe la télé par des tranches de 30 minutes. Donc, quand tu t'assois à table, tu utilises ton poivrier qui sert de poivrier. Ouais. Mais il coupe aussi le poivrier brouilleur de téléphone. Voilà une idée géniale. C'est pas vraiment un brouilleur, ça c'est interdit, mais c'est associé avec une techno qui s'appelle AirWatch et donc il faut être connecté en fait déjà à cet environnement, donc tu peux forcer tes gamins à le faire. Et ensuite, ou tes grands gamins, genre 40 ans et plus, dégarnis, sur le haut du front, quand tu es australien. Et ça coupe l'utilisation de tous ces appareils qui empêchent d'avoir une vraie vie de famille autour d'un plat de pâtes avec la sauce tomate. Ouais, au moins, moi je vais de temps en temps chez le coiffeur, il y a encore 2-3 choses à couper, et j'y vais encore moi de temps en temps. Merci Rodrigo. Alors Paul, quel est donc ton coup de cœur ce soir? Mon coup de cœur, c'est la fabuleuse histoire de cet Apple 1 qui a été déposé. Nostalgie, Paul. Grosse nostalgie, c'était quand même une belle machine, qui a été déposée au recyclage, retrouvée dans un grenier, donc déposée au recyclage. Chez un revendeur, donc mais un revendeur qui fait du recyclage, je crois. Ouais. C'est ça l'histoire complète. Ouais. Et on s'est aperçu, le revendeur s'est aperçu que c'était un Apple 1 qui valait dans les $200 000, donc on recherche sa propriétaire, voilà. Donc voilà, et la propriétaire ne sait pas parce qu'il veut pouvoir partager avec lui, il est honnête, ce revendeur. Donc, il est très honnête. $100 000, voilà, si vous regardez Refait le Mac, ça vous concerne. Appelez vite. Ils auraient dû nous appeler avant, vous auriez dit de ne pas le vendre d'abord et puis au-delà, vous auriez gagné un beau pactole. De mon côté, on va se projeter dans le futur, non pas dans le passé, avec un produit qui va bientôt arriver sur les sites de crowdfunding. C'est un étonnant objet connecté, regardez ça, c'est de toute beauté, c'est une station météo, mais une station météo réelle qui simule le temps dans un cube, j'y suis arrivé, de plexiglas. Vous avez la pluie, donc l'eau qui tombe, les brouillards, il y a des nuages qui se forment, les levées et les couchers de soleil, et même regardez les éclairs, c'est assez épatant. Alors c'est encore un prototype, il devrait arriver sur les sites de crowdfunding dans quelques semaines pour lever des fonds et il devrait être disponible à la vente en pré-vente, dirons-nous, d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Ça s'appelle donc le Tempescope. Il n'y a pas encore de prix, mais soyez attentifs. Connectez-vous notamment sur Kickstarter, c'est vraiment un bel objet et pour voir comment le temps et prévoir le temps dans un bocal, le temps en bocal. Ce sera donc la conclusion de cette émission. Vous retrouvez chaque semaine Monsieur X sur son Twitter et @TrueMrX. On se retrouve la semaine prochaine, Monsieur X. Absolument, Olivier. Et on parlera de la deuxième moitié de la WWDC. Oui, plus en musique. On va découvrir la photo de Monsieur X. Alors, je demande à voir, je suis impatient. Et oui, c'est vrai.
Rodrigo, on le retrouve la semaine prochaine et chaque semaine ou presque, ou très régulièrement sur son propre podcast, l'Emery Rodrigo Show. C'est ça, Rodrigo? Absolument, prochain épisode enregistré cette semaine avec l'ami Emery dans un troquet qui va faire du bruit et qui a l'air très bien. Moi, je propose à Paul que la saison prochaine dans Refait le Mac, on essaie d'organiser des émissions dans des troquets. Je suis sûr qu'on finirait un peu plus souriant, un peu plus éméché, mais en tout cas, voilà, mais je suis pas sûr que le son soit très bon. Paul, tu reviens la semaine prochaine également? Tu peux compter sur On va moi. parler d'Apple Music, on va essayer de vous donner un premier verdict, essayer de comparer par rapport aux grands acteurs du marché que sont Spotify et Deezer ou encore Qobuz. À la semaine prochaine. Au revoir.